décembre, hein, pour avoir une vision globale des 3 derniers mois, à peu près, 2 mois et demi. Alors, je ne vous les repasse pas tout en revue. Hein. Vous voyez qu'il y a de l'achat de matériel dans les décisions dans les achats de plus de 4 000 euros. Vous avez pas mal de matériel pour les services techniques. Vous avez 5 000 euros, pratiquement 4 972 euros de conformité pour la mise en accessibilité de lieux publics. C'est des travaux de signalétique urbaine. Vous avez une grosse somme aussi, 19 418 euros. C'est un investissement de réparation de la toiture du gymnase des Maries qui souffrait de fuite d'eau. Ensuite, vous avez une autre grosse dépense pour un gymnase Chanet. Vous avez 4 372 euros pour la mise en sécurité de la porte du vestiaire, pour ceux qui connaissent le gymnase Chanet, hein, qui s'ouvrait facilement depuis de nombreuses années, donc qui a été changé et sécurisé, et puis d'autres installations au gymnase. Un achat de 5 800 euros pour l'état civil, pour protéger de façon inifuge, comme l'oblige la loi, les registres d'état civil. Voilà, vous retrouvez les 8 379 euros d'indemnité de résiliation du marché pour l'établissement Blanchard, pour l'ex-salle des associations. Donc là, on a récupéré la somme la plus importante qui était provisionnée et on a soldé ce dossier. On n'a pas de nouvelles depuis, donc ça roule. Dans les marchés publics, alors, bon, vous voyez à la liste des marchés publics attribués que les affaires de la ville continuent à avancer en dépit des circonstances sanitaires un peu plus compliquées. Donc vous avez l'attribution du schéma directeur d'assainissement, de la gestion de l'assainissement et des eaux pluviales, qui a été attribué à Réalité Environnement. C'est un marché qui s'est soldé à 167 890 euros hors taxes. Et ensuite, vous avez les 8 lots sur 9 qui concernent les travaux de restructuration et de mise en accessibilité de la bibliothèque municipale. Donc, vous avez la liste de tous les lots. Je vais vous les donner rapidement. La maçonnerie couverture, c'est l'établissement Fèvre de l'Accro pour 71 000 euros. La plâtrerie peinture, c'est la SAMAG de Saint-Rémy pour 19 250 euros. Le lot 3, menuiserie bois, a été rendu infructueux faute de bonnes réponses. Il est remis en route et devrait bientôt être attribué pour un montant qui va tourner autour des 27 000 euros hors taxes. Le lot carrelage pour SIA revêtement de Dijon, 12 500 euros. Le lot 5, chauffage, ventilation, plomberie sanitaire, les établissements Colas de Montpont-en-Bresse, 22 600 euros. L'électricité SAS Comalec de Crissay pour 19 700 euros. L'élévateur A Ratal de Charnay-les-Mâcons, 28 000 euros. La serrurerie, c'est Ferronnerie de l'Abbaye à Tournu pour 8 700 euros. La menuiserie métallique, record porte automatique de Saint-Marcel, 9 500 euros. Ça fait un total attribué de 191 464 euros et 63 centimes hors taxe. On est très légèrement au-dessus de la prévision. Donc on sera, une fois qu'on aura attribué le lot menuiserie bois, un peu au-dessus de la prévision. Mais j'ai quand même le plaisir de constater que toutes les entreprises qui ont été sélectionnées par une méthode tout à fait équitable, et c'est à chaque fois les meilleurs dossiers qui ont été pris, hein, il n'y a pas eu de préférence. Malgré tout, 100% des entreprises choisies pour cette rénovation sont bourguignonnes. C'est quand même intéressant à souligner. Et en dehors de l'entreprise de carrelage qui vient de Dijon pour 12 000 euros, toutes les autres sont des entreprises tout à fait locales. Et je pense qu'on peut s'en réjouir. Alors ensuite, vous avez un compte-rendu des demandes de subventions. Elles ont toutes été votées en conseil municipal, mais je vous les rappelle quand même. Non, elles n'ont pas toutes été votées en conseil municipal d'ailleurs, je vous en informe au fur et à mesure. Donc pour les fouilles de la bibliothèque, on a demandé une participation au ministère de la Culture pour 38 274 euros, pour un montant prévisionnel de 57 000 euros. La réhabilitation du préau couvert du Pas Fleuri, on a demandé 25 000 euros d'appel à projet pour le développement départemental, pour un coût total estimé à 136 000 euros. Pour la réhabilitation de la toiture de la mairie, qui est un projet qui traîne un peu depuis plusieurs années, qu'il est maintenant urgent de devoir mettre en œuvre.
un marché estimé à 32 000 euros. Je crois qu'il est attribué, d'ailleurs celui-ci au dernier conseil municipal, on en a parlé. On a demandé un soutien de la DRAC pour à peu près 10 000 euros. Ensuite, on a déposé un dossier de DETR, développement des territoires, pour le réaménagement du cimetière. C'est un projet à 400 000 euros. On a demandé 240 000 euros. Et enfin, 2 projets qu'on a déposés à l'agence de l'eau. Le schéma directeur d'assainissement qui vient d'être attribué, qu'on avait estimé à 200 000 euros, on a demandé 50%, 100 000 euros. Et un projet de participation citoyenne aux économies d'eau potable qui est estimé à 16 000 euros. On a demandé 11 300 euros. Voilà pour les demandes de subvention. Une information concernant un emprunt. Nous avions un emprunt de 2011 qui était l'un des emprunts qui a servi à financer la station d'épuration. C'était un emprunt à taux variable, THG 3 mois, plus 1,91 de marge pour la banque. Le THG 3 mois, aujourd'hui, il est négatif, à moins 0,5%, mais par le passé, il a été bien entendu positif, il varie en fonction des taux directeurs. Mais même aujourd'hui, avec un taux négatif à 0,5, étant donné qu'on paye une marge à la banque de 1,91%, on était de toute façon encore à 1,4%. Et le taux était faible, hein, on est monté à 4,5% les années précédentes. Il nous semblait que c'était le bon moment pour renégocier cet emprunt. Grâce à une bonne négociation déjà en 2011, puisque la municipalité Jean Legros de l'époque avait négocié un emprunt renégociable en cours de remboursement sans pénalité de négociation. Ce qui fait qu'on a pu renégocier cet emprunt sans rien payer. C'est quand même intéressant parce que souvent on a des frais de renégociation qui peuvent s'élever des fois à 1% ou 2% du capital restant dû, ce qui neutralise complètement le bénéfice qu'on a renégocié. Donc ça s'est fait sans pénalité, c'est-à-dire sans coût pour la ville. Et on a négocié un taux fixe, puisqu'on est un peu vraisemblablement dans un creux de l'emprunt. Aujourd'hui, les taux directeurs sont très faibles, donc on peut emprunter à des taux faibles. Ça commence à remonter, et vu les contextes de crise internationale et de dette, on en parlera tout à l'heure, de dette des pays, il est vraisemblable que les taux directeurs commencent à regrimper petit à petit et qu'on est dans le creux de la vague. Donc il nous a semblé que c'était le bon moment de passer en taux fixe. Et on a réussi à négocier un taux fixe à 0,95%. Sur la durée restant due reste identique, c'est-à-dire un peu plus de 21 ans. Il reste un capital remboursé de 774 253 et 47 centimes. L'économie réalisée au minimum, si les taux ne devaient pas augmenter, on réaliserait quand même une économie totale de 45 000 euros d'intérêt. Mais si les taux devaient réaugmenter, on pourrait économiser beaucoup plus. On a des simulations qui nous font économiser 75 000 ou 90 000 euros. Donc on ne saura que dans 21 ans, pour ceux qui seront toujours de ce monde en 2042, combien on aura économisé sur cette renégociation. Voilà. Je remercie notre directeur financier, Sébastien Ducharne, qui, avec Christophe, ont renégocié cet emprunt brillamment. Voilà, ensuite je vous fais part de 2 dons dont nous sommes bénéficiaires de la part de monsieur Didier Michaud, qui est un habitant de Chalon-sur-Saône, originaire de Tournu, qui est un boulanger à la retraite qui a fait son apprentissage place La Cretelle à Tournu, puis qui ensuite a monté sa propre boulangerie rue de la République à Tournu, qui est un admiratif, un fan de notre équipe de rugby, et qui nous a proposé le don d'une sculpture sur bois qui se prénomme Ovalie, vous comprenez pourquoi, qui représente une allégorie d'une équipe de rugby et qui sera installée proche du stade de rugby, évidemment. Et toujours M. Michaud nous a offert 200 sièges pour remplacer ceux de la tribune sportive du stade Noël Perret. Si vous avez des questions à ce sujet, je vous encourage à les poser en questions diverses à la fin du conseil municipal à Julien Farama, notre adjoint en charge des sports. Et puis pour finir les relevés de décision, vous avez toute une liste de renonciations de droits de préemption urbaine. Alors je n'ai pas compté combien il y en avait. Par contre, on peut constater que de conseil en conseil, cette liste s'allonge. Et c'est dommage que l'opposition ne soit pas là, parce que je voulais vous dire quand même que
Aujourd'hui, les contacts qu'on a avec les notaires et les agents immobiliers sont plutôt favorables pour l'immobilier à Tournu. On n'assiste pas encore à une augmentation significative de la valorisation des biens qui se vendent. En revanche, on assiste à une très nette augmentation du nombre de cessions. Et ça, c'est quand même un critère qui est très positif pour l'attractivité, le dynamisme de notre ville. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de transactions qui se font, des gens qui investissent à Tournu. C'est de bon augure pour la suite et pour notre démographie. On en parlera tout à l'heure dans le cadre du ROB. Si on connaît cette attractivité soudaine et bienvenue, c'est essentiellement grâce aux bienfaits du plan de revitalisation que l'on a engagé en 2018, qui s'est transformé en 2020 en opération de revitalisation des territoires. Aujourd'hui, on se rajoute le dispositif et le label Petite Ville de demain. Donc ça, c'est vrai que ces dispositifs nous apportent des aides qui nous permettent d'attirer les premiers investisseurs pour la ville. Mais il faut dire aussi que l'annonce du projet de parc de loisirs et de tourisme à Tournu par le conseil départemental est un facteur d'attractivité pour les investisseurs qu'il ne faut pas nier et qui stimule aujourd'hui qui stimule le marché de l'immobilier. Voilà, tout simplement. Donc c'est une chose qui est très importante parce qu'on sait qu'à Tournu, on perd des habitants. On sait qu'on a un niveau, une qualité de logement qui est dégradée ou très dégradée en centre-ville et que l'avenir de Tournu tient en grande partie, que ce soit pour le maintien des services publics ou le maintien et l'amélioration de notre cadre de vie, tient à la stimulation du marché de l'immobilier avec des investisseurs qui vont rénover des logements pour qu'on gagne à nouveau des habitants et qu'on redevienne attractif. Voilà pour cette introduction. Nous allons maintenant passer aux délibérations et je vais laisser la parole pour une longue série de délibérations. On a l'habitude à cette période de l'année. Ce n'est pas que la fin de l'hiver et les jonquilles, c'est aussi la période des comptes administratifs, des comptes de gestion et de affectation de résultats, etc. Donc Christophe Raveau. Je vais te transmettre le micro. Tu préfères... Ouais. Merci. Ça marche, ça fonctionne, oui. Bonsoir. Oui, donc nous allons voir ce soir les comptes de gestion administrative 2020, ainsi que principalement donc, le rapport d'orientation budgétaire. Alors la série commence parce que c'est une obligation par les comptes de gestion 2020. Vous savez que ce sont des comptes qui sont établis par la trésorerie. Ils doivent être tout à fait conformes à ceux qui sont établis par nos services comptables. On appelle ceci les comptes administratifs. Alors, ils concordent, vous avez dû le dire, cette année, mais les années antérieures, bien entendu, également. Donc, je vais passer assez vite sur les comptes de gestion, puisque, étant les mêmes que les comptes administratifs, ceux-ci sont illustrés, il y a même un PowerPoint qui devrait vous être proposé et projeté. Alors, pour ce qui concerne les comptes de gestion, donc que je reprends pour leur montant, vous voyez que pour ce qui concerne le budget général, les recettes donc, se sont élevées en investissement à 4 336 000 €, les dépenses à 2 395 000 €, ce qui donne un excédent pour l'exercice de 1 941 150 €. Et pour ce qui concerne le fonctionnement, les recettes 8 034 000 €, les dépenses 6 984 780 €. Donc là aussi, nous avons un excédent de 1 49 758 €. Le total, en additionnant ces deux excédents, donne 2 990 908 €. Donc tout ça, on verra, comme je l'ai dit, plus en détail avec la projection des comptes administratifs. Le deuxième budget, donc on passe au budget annexe ensuite, le budget cinéma. Donc pour ce qui concerne l'investissement, nous avons un excédent de 73 546 €. En fonctionnement, le résultat est à 0, puisque la différence avant
dotation de la subvention pour équilibre, donc, eh bien, est gaulée par cette subvention de la ville. Total donc des résultats additionnés, 73 546 € pour investissement plus 0 pour fonctionnement, ça donne 73 546 €. Ensuite, le budget suivant, le budget assainissement. Pour ce qui concerne l'investissement, les recettes se sont élevées à 480 447 €, les dépenses 325 989 €, excédent 154 457 €, et pour le fonctionnement, recettes 385 840 €, dépenses 233 174, excédent 152 167, excédent cumulé 306 625. Enfin, pour le dernier budget annexe, le budget USR, donc un ancien budget usine relais, là il y a très peu de montants. Les recettes en investissement 29 578, les dépenses 42 152, donc un déficit de 12 574 €. En fonctionnement, c'est également équilibré à 0. Donc total des résultats cumulés, 12 575 €. Donc comme je vous l'ai dit, après vérification, ces comptes apparaissent conformes en tout point aux comptes administratifs élaborés par la commune. Il vous est donc demandé, après en avoir délibéré, de les approuver. Alors je vais les faire approuver budget par budget. Avant cela, et avant de passer au compte administratif, est-ce qu'il y a des questions? Non, alors je pense qu'effectivement, il vaut mieux les réserver pour les comptes administratifs qui seront plus détaillés. Je vais vous demander donc de passer au vote. Alors, tout d'abord, pour les comptes de gestion 2020 du budget principal, est-ce qu'il y a des abstentions? Vote contre? Adopté à la majorité. Merci. Pour le compte du budget annexe cinéma et salle multifonctionnelle, c'était encore son intitulé, est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Des votes contre? Non. Bien. Adopté à l'unanimité également. Compte de gestion du budget annexe assainissement. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Et enfin, compte de gestion du budget annexe USR. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Bien également adopté à l'unanimité. Merci. Eh bien, donc, nous allons passer à la deuxième partie, qui sont les comptes administratifs, donc, où là, tels qu'ils sont présentés également avec un peu plus de détails, mais je pense qu'on va passer à la projection, c'est ça, c'est parti. Donc, je vais juste me déplacer pour pouvoir suivre en même temps que vous. Voilà, budget général. Bien, donc le budget général avec alors les grandes orientations seulement. Hein. Vous avez vu tous les tableaux. Vous savez que c'est un gros morceau tous ces comptes. Donc s'il y a des questions, j'y répondrai, je tenterai d'y répondre. Je serai assisté par le directeur financier que je vois là-bas. Merci d'être là. Merci d'avoir établi tous ces documents. Hein. Ils sont assez copieux et ils sont d'une présentation parfaitement claire. Donc déjà, les grandes orientations qui sont données par la municipalité pour ce qui concerne l'ensemble des budgets, c'est d'abord une maîtrise des comptes de fonctionnement. Bien entendu, il a fallu faire avec la gestion de la crise sanitaire. Et enfin, l'objectif étant, par notamment la maîtrise des dépenses de fonctionnement, de conserver notre capacité d'autofinancement. Vous savez, pour faire simple, c'est l'argent qui reste à la fin, notamment pour rembourser les emprunts et pour faire face aux dépenses de l'investissement. Ensuite, alors voilà les comptes qui vont se donner avec un peu plus de détails et avec leur évolution sur les 3 dernières années. Donc la colonne à droite, donc 2020, on retrouve ces dépenses de fonctionnement
qui affiche une diminution de 3,43%, de 148 000 euros. Hein. Donc on retrouve la maîtrise de ces dépenses. Alors on a été un petit peu aidé cette année par rapport à l'année dernière, aidé, je ne sais pas si c'est bon, mais en 2019 on avait un surcroît de dépenses, notamment en raison du millénaire 2019. Hein. Vous savez que pas mal d'argent y a été consacré, donc on n'a pas eu à faire cette année. Et pour la ligne du dessous, qui est la ligne des recettes de fonctionnement, on a une légère baisse là. Alors, elle est liée pour une partie également au millénaire, puisque ça avait engendré des dépenses, mais également des recettes. Et bien entendu, en raison de la crise sanitaire, on a eu quand même des rentrées en diminution, notamment pour ce qui concerne les recettes de la cantine scolaire, des musées, des périscolaires, extrascolaires, etc. Alors, comme vous le voyez, une dépense importante, une diminution importante des dépenses de fonctionnement de 248 000 euros, une diminution bien moins importante des recettes de fonctionnement de 80 000 euros, donc le delta permet de constater l'augmentation du résultat de l'exercice qui passe de 882 000 euros à 1 49 000 euros. Donc de ce point de vue-là, c'est un bon exercice que cette année 2020 pour la municipalité. Alors comme toujours, on reporte les résultats antérieurs. Vous voyez, l'avant-dernière ligne donc, concerne ces montants. On reporte le résultat bénéficiaire de 739 000 euros et pour un résultat de clôture global de 1 788 926 euros. Voilà pour le fonctionnement. Donc une bonne année. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, à ces chiffres? Non? Eh bien, nous allons passer donc au slide suivant, les investissements. Alors, sur 2020, 2 395 000 euros, presque autant que 2019, on avait 2 514 000 euros, beaucoup plus que 2018. Les recettes d'investissement qui ont également beaucoup augmenté, 4 336 000 euros. Alors, dans ces recettes, parmi les subventions, il y a également eu un emprunt pour la salle des arcades, à hauteur de mémoire de 1 350 000 euros, c'est ça, je le confirme. Donc vous voyez que le résultat de l'exercice est forcément positif pour la section investissement, à hauteur de 1 941 000 euros, ce qui permet de couvrir le résultat antérieur qui est négatif pour 1 230 000 euros et de laisser un résultat global de clôture, donc résultat d'exercice et résultats antérieurs reportés, positif pour 711 028 euros. Bien entendu, à l'intérieur de ce montant, il y a de l'emprunt qui sert à payer la salle des arcades qui n'est pas finie au 31 décembre 2020. Alors, ensuite, le niveau d'épargne, avec deux courbes donc, qui représentent des résultats importants. Le premier, donc, c'est l'épargne brute. Il y a plusieurs termes. L'épargne brute, en fait, c'est le résultat global de l'entreprise, qu'on appelle capacité d'autofinancement. Il est plus élevé que le résultat affiché sur le slide précédent, du fonctionnement, parce que celui-ci intègre des dotations aux amortissements. On en parle toujours un peu. Vous savez que c'est un mécanisme qui permet d'étaler le coût des investissements, mais qui n'occasionne pas de sortie d'argent. Donc l'argent globalement disponible pour 2020 s'est élevé en fait au résultat comptable, augmenté de ces dotations d'amortissement, et en fait le total est d'1 608 000 euros. Et la courbe en dessous, qui est inférieure dans ces montants, c'est l'épargne nette, c'est-à-dire l'épargne brute qui figure sur la ligne en dessous, de laquelle sont diminués les remboursements obligatoires des emprunts. Donc les 1 197 000, c'est net l'emprunt, net à consacrer à l'autofinancement des investissements. Est-ce qu'il y a des questions? Non, si je vais trop vite, ou s'il y a des questions, n'hésitez pas. Levez la main. Alors, j'ai parlé donc des investissements. Alors, on retrouve ici les dépenses d'équipement dans le total global
les dépenses d'investissement, dans le tableau de gauche. Donc les dépenses d'investissement d'équipement eux-mêmes se sont élevées à 1 947 000 euros. Il a fallu rembourser la dette, on en a parlé juste avant, donc rembourser les emprunts à hauteur de 410 990 euros. Autre dépense 36 000. Le déficit reporté, on l'a vu, 1 230 000. Donc le total des dépenses d'investissement. On voit que dans cette présentation, on a non seulement les dépenses d'équipement, mais on a aussi tout ce qui est classé dans les dépenses d'investissement, et notamment le déficit antérieur et le remboursement de la dette. Total 3 625 800 euros. Alors, puisqu'on avait un résultat global de clôture de 711 000 euros, on sait que les recettes ont été supérieures. On retrouve, pour financer ces investissements, déjà l'autofinancement, donc les résultats propres dégagés par la municipalité, auquel est ajouté le FCTVA. Alors le FCTVA, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit en fait d'une partie de la TVA sur investissement que supporte la collectivité et qui nous est remboursée par l'État. Ça représente à peu près 16% des investissements. Lorsqu'il est possible de récupérer ces montants. On a également en recette l'emprunt dont je vous ai parlé, 1 350 000 euros, qui est donc dédié au financement de la salle des Arcades, des subventions qui ont été perçues, d'autres recettes diverses, total 4 336 828 euros, résultat de clôture donc excédentaire, 711 028 euros. Voilà. Donc on peut dire que nos investissements cette année sont correctement financés, aussi bien par l'autofinancement et de la TVA que par un emprunt ce que l'on va rembourser donc, sur 25 ans, mais la salle des Arcades, nous l'espérons, aura au moins cette durée de vie, même un peu plus. Ensuite, les compositions de la dette. Vous avez l'encours au 1er janvier 2020, 2 022 000, le remboursement de la dette que l'on a vu, donc le remboursement des emprunts en cours, moins 410 928 euros, et le nouvel emprunt, 1 350 000 euros qui vont s'ajouter. Donc l'encours de la dette au 31 décembre 2020 s'élève à 2 961 977 euros. Je signale donc que le taux de l'emprunt, c'est 0,63% taux fixe sur 25 ans, ce qui est quand même très faible. Et donc c'est une bonne chose de pouvoir faire des emprunts à ces taux-là en ce moment, au taux fixe. C'est pas là où on parle, je crois, mais on verra un peu plus tard. Globalement, total de la dette par rapport à la capacité d'autofinancement, c'est 1,84, donc moins de 2 ans, comme disait le maire tout à l'heure, c'est un ratio très très faible. On est considéré comme étant potentiellement en difficulté lorsque le même ratio est égal à 12. Vous voyez qu'à 2, pour l'instant, il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, vous avez une présentation par politique publique. Alors, tout d'abord, les charges de fonctionnement. Donc, administration générale, 2 millions, cadre de vie, service à la population, France et famille, sport et équipement sportif, culture et équipement. Donc, ces tableaux, si je ne me trompe pas, non, c'est pas dans ceux-là où ils sont donnés en euros par habitant. C'est pas là. Peut-être un peu plus loin. On n'a pas donc, on n'a pas les pourcentages. Bon, les charges de fonctionnement. Voilà, donc vous voyez, l'administration générale 2 261 000, c'est le plus gros morceau. Ensuite, cadre de vie qui regroupe notamment tout ce qui est voirie, etc., espace vert. Il y en a d'autres, on les verra détailler plus tard. Culture équipement, 1 million d'euros, sport équipement, 433 000 euros. Enfance et famille, notamment également les affaires scolaires, etc., 1 226 000 euros. Et service à la population, 373 000 euros. Le total faisant près de un peu moins de 8 millions d'euros, autour de 7 millions d'euros, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, nous avons également les recettes de fonctionnement. Là, on a une masse très importante, l'administration générale, on verra de quoi ces postes sont composés après. On a également quelques recettes, des recettes mais qui sont bien moins importantes,
pour ce qui est donc les revenus de tout ce qui est culture et équipement, hein, école de musique, etc. Sport et équipement sportif, enfance et famille, notamment avec la carte, service à la population et cadre de vie. Alors là maintenant, nous avons une présentation par service, politique, comme c'est indiqué, politique culturelle, avec à l'intérieur donc de ces services culture, l'école de musique. Donc le coût net du service est 212 000 € pour les contribuables. On a également un coût net par élève, 494 €. Le coût est également donné pour les élèves non toulousiens, vous voyez qu'il est financé par la municipalité, 121 000, ce qui représente un peu plus de la moitié du coût net du service pour des élèves qui ne sont pas toulousiens. Et à l'intérieur, pour les élèves de la communauté de communes, 58 638 €. Ensuite, pas de questions. Ensuite, donc, hôtel, lieu et musée, coût net du service 275 000 €. C'est intéressant de l'ensemble de ces slides parce que on va voir qu'au niveau des différentes politiques culturelles, sportives, etc., ça représente un coût très important quand même des services pour la ville. Donc le coût net du service, c'est 275 000 € que l'on va voir répartis ensuite voilà, pour la bibliothèque et les bibliothèques, avec un coût net du service offert aux contribuables pour 232 000 €. Notez qu'il va y avoir l'intégration de la bibliothèque dans la bibliothèque, de façon à trouver des synergies et des économies. Et nous sommes, vous le savez, on l'a vu, on en a parlé notamment dans les différentes dépenses qui ont été faites, donc en train de réhabiliter cette bibliothèque et la première tranche des travaux qui est proche de 480 000 € en dépenses. Ensuite, l'animation également. Donc, coût net du service 110 000 €. L'animation, donc c'est quand même ce qui a pu être réalisé sur 2020, malgré la crise. Ça représente encore 110 000 €, des expositions, etc. Ainsi que quelques animations qui ont lieu. Je pense aux dernières en date, en fin d'année, le Galpon, etc., sur les marchés. Oui, Bruno ? Oui, j'ai une question sur les charges de personnel pour l'animation. On a à peu près de 100 000 €. Je voulais juste savoir combien d'effectifs et quels étaient les effectifs affectés à l'animation. Alors, 3 personnes, Lynn, 3 ETP. 3 équivalents temps plein. Quelques détails. On est à la fois sur des personnels services techniques et on est à la fois sur des personnels d'animation pure. Est-ce que je complète ou pas? Ça te va. Alors, je peux peut-être plus précis. Non, mais plus précisément, on a un responsable de l'événementiel, hein, chef de service, cadre B, qui coordonne tout ce qui est événementiel. Alors, il est quand même occupé, bien qu'il n'y ait pas d'événementiel. Par exemple, c'est lui qui coordonne l'organisation du centre de vaccination actuellement. Hein, c'est quasiment de l'événementiel. Ensuite, il y a des temps partiels, mais donc au total, ça fait 3 temps pleins. Et au service technique, il y a des temps partiels. Par exemple, il y a des gens qui peuvent être électriciens à 50 ou 60%, et puis à 40 ou 50% en charge de l'animation. Par exemple, quand on fournit du personnel pour l'installation du salon des antiquaires, c'est l'exemple qui me passe par la tête, c'est 3 personnes pendant pratiquement 15 jours mis à disposition de l'association. Garçon la note, c'est un technicien pendant 2 mois. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme exemple? Le personnel du service technique quand ils installent les expositions, c'est du temps de travail pour l'animation. Voilà, donc ça fait en moyenne 3 équivalents temps plein affectés. Un temps plein, c'est chargé, c'est à peu près entre 35 et 40 000 €. Hein. Donc on voit que c'est pas des salaires qui sont démesurés. Hein, on est sur du beau de chargé là. Hein. Voilà. Voilà, mais ça représente quand même 110 000 € à l'année. Ensuite, sport, équipement sportif, donc politique sportive.
avec un coût net donc, du service de 390 000 euros, dont 130 000 euros investis dans les équipements sportifs. On parlera tout à l'heure avec le rapport d'orientation budgétaire, donc notamment en rénovation des stades. D'ailleurs, 30 000 euros sur le stade Phocion pour accompagner la montée en division supérieure de notre équipe de rugby. Et le reste, bien sûr, pour l'entretien des bâtiments, des gymnases, etc. Enfance et famille. Donc, coût net du service est à 372 000 euros. Avec la cantine. Alors, oui, cette année, il y a eu cette année, en 2020, une décision qui est importante, qui a été prise par la ville, qui a amélioré la qualité des repas distribués aux enfants, en augmentant notablement la part de produits bio et de produits frais. On est en avance sur les obligations qui sont prévues pour être mises en œuvre début 2022, je crois. Donc, l'effort a déjà été fait pour cette année. Oui, des coûts supplémentaires pour une année pleine, puisque ça a commencé en cours d'année 2020, sont estimés à 40 000 euros pour une année pleine, et ce qui amène le coût net d'un repas à 7,80 €. Le reste à charge pour la collectivité de 4,68 €, la différence étant prise en charge bien entendu par les familles en fonction de leur revenu, de leur quotient familial. Pour l'action sociale, on retrouve, donc ça c'est l'action sociale et bien entendu par le CCAS, on retrouve donc dans le budget général de la commune la subvention d'équilibre qui est versée au CCAS et qui s'est élevée donc pour 2020 à 200 609. On verra plus tard qu'elle est moins élevée que les années précédentes, mais compte tenu des transferts qui ont eu lieu en début d'année 2020, d'autres charges ont été absorbées dans le budget principal, notamment les charges de personnel. En ce qui concerne, non pas l'action sociale bien sûr, mais la politique sportive. Pour ce qui concerne les affaires scolaires, nous retrouvons ici la répartition par école. Alors globalement, les charges de personnel 156 854 €. L'école Saint-Valérien, à qui on verse une subvention en fonction du coût moyen de nos élèves et en fonction du nombre d'élèves qui fréquentent cet établissement. Donc 70 893 € sont versés à l'école Saint-Valérien. Maternelle Jean Galopin, 24 982 €. Donc il y a des fournitures scolaires qui sont prises en charge. Ensuite, c'est un forfait par nombre d'enfants. Maternelle Charles Leclerc, 15 827 €. Raymond Doré, 70 848 €. Est-ce que c'est clair? Cadre de vie. Alors, pour ce qui concerne ce service, on retrouve la participation au service d'incendie et de secours, le SDIS, 256 506 €. La maison des citoyens qui a été inaugurée en 2020. Après que les travaux pour sa réhabilitation aient été effectués à hauteur de 110 000 €, qui ont été bien subventionnés pour 70 000 €. Et signaler que pour ce qui concerne la nouvelle gendarmerie, la commune a cédé le terrain à la SEMCODA pour 120 000 €. Toujours, bien sûr, dans le cadre de l'île, la salle des arcades est en construction. Vous devez vous en rendre compte lorsque vous passez au Factory. Elle est ouverte maintenant. Donc, les travaux doivent se terminer en fin d'année, de cette année, et le coût global de la construction s'élèvera à 3,2 millions d'euros, dont 815 000 € de subvention. Pour ce qui concerne la revitalisation, qui est un volet prioritaire du mandat, ça a déjà été rappelé plusieurs fois par le maire, notamment pour retrouver les habitants sur notre commune. Les porteurs de projets donc privés sont accompagnés par la ville avec des subventions, et donc 50 000 aides à l'investissement ont été réalisées, sont prévues, dont 21 000 € en 2020. Également prévu l'aménagement des places Carnot et Gemersheim. Donc après,
rendu du début d'une étude qui avait été demandée. Les travaux sont estimés à 1 900 000 €, avec les financements du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté attendus à hauteur de 600 000 €. Les services à la population maintenant. Alors la vidéo protection, première phase de mise en place des caméras de surveillance, il y en a 14 je crois qui ont été installées. Oui. Pas tout à fait. Si, alors il y en a 15 de prévus et il y en a 9 d'installés. 9 d'installés. Voilà, sur les 15 de prévus. Donc ça fonctionne. Partiellement. Également dans le service à la population, le réaménagement du cimetière. Bon, ça on en a déjà parlé auparavant. Il y a deux hypothèses, une qui consistait à créer un nouveau cimetière, l'autre à réaménager notre cimetière. Il s'avère que c'est cette deuxième solution qui est possible, on le sait maintenant, qui a été retenue puisqu'elle est beaucoup plus économique. Voilà, le projet est quand même estimé sur plusieurs années à 450 000 €. Et nous avons demandé un financement à hauteur de 60% à la DETR. Et comme je vous le disais, voilà, les travaux s'étaleront normalement sur 4 années de 2021 à 2024. L'administration générale maintenant. Donc, c'est-à-dire que c'est tout ce qui ne rentre pas dans les autres services que l'on a vus, qui constituent en fait les services administratifs. Alors là, ce qui vous est projeté, en fait, c'est au niveau des recettes, donc la fiscalité qui est perçue. Vous voyez que la recette principale est constituée par les taxes foncières, à hauteur d'1 869 000 € sur l'année 2020. La taxe d'habitation, 1 561 695 €. Donc là, on devrait trouver des évolutions stables maintenant, puisque c'est une compensation qui est versée par l'État. La dernière ligne, ce sont globalement les autres impôts et taxes pour 611 000 €. On l'avait vu dans les tableaux précédents, c'est bien entendu la ressource principale pour la commune. Pour ce qui concerne l'évolution de la fiscalité, donc pas d'augmentation, c'est un engagement du conseil municipal. Donc les taux de fiscalité vous sont rappelés, 21,36 pour la taxe d'habitation, 22% pour les taxes foncières sur le bâti et 56% sur le non bâti, avec des bases très très faibles bien entendu sur le non bâti. Voilà. Pour les tableaux qui constituaient donc les chiffres du budget principal, ils sont terminés avec donc cette répartition qui est nouvelle, qui permet à chacun d'apprécier un peu mieux le coût de chaque service, les sommes qui sont consacrées notamment à tout ce qui est activités culturelles, sportives, affaires scolaires également. Enfin, vous avez tous les différents services qui sont succédés. Donc c'est bien d'avoir ces informations qu'on avait du mal à rassembler auparavant. Là aussi, c'est l'action de notre directeur financier. Ça permet, je pense, d'avoir beaucoup plus d'informations et plus de clarté sur ces comptes. Donc, il reste maintenant à passer au budget annexe, mais si vous avez des questions à poser sur ces comptes du budget principal, je fais une petite pause pour vous demander. Juste, Christophe, je complète ma réponse sur la vidéo protection. J'ai été pris de court sur ton interpellation. Le système n'est pas complètement encore installé puisqu'il y a des difficultés techniques sur 6 points de caméra. Je pèse mes mots en présence de la presse parce que c'est un sujet sensible et on va avoir un rythme de communication au fur et à mesure de l'installation du déploiement du procédé. Mais ce que je peux vous dire à titre totalement informel pour l'instant, c'est que nous avons commencé à exploiter le système en toute légalité la semaine dernière, donc ça fait 10 jours qu'il fonctionne, mais on a une semaine de recul de rodage. Et sur la première semaine de mise en service, donc de 9 caméras sur les 15 qui sont prévues, donc c'est une mise en service partielle, on a été réquisitionné par les forces de l'ordre national 3 fois, et que les 3 fois,
nos images ont permis de résoudre les enquêtes en cours. Sur les 3 enquêtes, il y en a 2 qui étaient internes à la ville de Tournu, qui étaient des méfaits nocturnes, et un 3e qui était une enquête départementale qui a permis, qui a été résolue grâce aux images d'une caméra à Tournu. Tout ça pour dire que dans les 3 affaires, il y a des victimes qui vont pouvoir avoir gain de cause dans leur procédure, dans leur plainte. L'enquête va être 3 fois résolue avec des preuves qui sont exploitables par la justice. Bon, j'ai le sentiment que ces caméras ne sont pas intrusives dans la vie privée des gens, puisque là, on a récupéré des images exclusivement sur la voie publique de malfaiteurs, on va dire, et je pense que ça va inciter la population à être plus civile dans son comportement, plutôt que de penser que ni pas vu, pas pris, je peux commettre des dégradations sur des biens d'autrui et que finalement, j'ai aucune chance d'être attrapé. Et bien maintenant, si, il y a des chances d'être attrapé. Et donc, si nos concitoyens peuvent vivre plus en tranquillité sur leurs biens et leurs personnes grâce à ce système, je pense que c'est une bonne chose. Enfin voilà, c'était le premier retour. J'espère que ça ne va pas faire la une du GSL demain, parce qu'il faut qu'on y aille doucement. Mais voilà, la première semaine, je pense, démontre qu'il y a un intérêt. Alors bien sûr, avec le temps, ça va évoluer, puisque les habitants vont se comporter différemment au fur et à mesure de la communication et des informations qu'ils auront sur ce système. Mais malgré tout, quand on voit des résolutions à l'échelon départemental, et puis peut-être qu'on aura des résolutions à l'échelon national, qui sait, puisqu'on a une route quand même de grande circulation, voilà, ça permet de résoudre des enquêtes. C'est une bonne chose à mon avis. Donc voilà le complément que j'avais sur la vidéo. Alors, y a-t-il d'autres questions? Moi je voudrais quand même bien remercier les services de la ville, et en particulier Sébastien Ducharne, qui est au fond de la salle, le directeur administratif et financier, parce que ça fait 4 ans maintenant qu'on incite nos services et qu'on réclame une présentation des comptes administratifs tels que vous avez eu ce soir, c'est-à-dire politique par politique. Maintenant, vous savez très clairement quel est l'investissement de la ville dans la politique éducative, dans la politique culturelle, dans la politique du cadre de vie, dans la politique de la sécurité. Et ça permet vraiment de mettre des chiffres sur les choix politiques de la ville de Tournu. Ça n'avait jamais été fait. On avait toujours eu une présentation qui était ligne par ligne budgétaire, la ligne 011, la ligne 012, où tout était mélangé. Le travail nécessaire pour conduire à la présentation des résultats comme ça, politique par politique, est colossal. C'est-à-dire que chaque facture nécessite un enregistrement particulier affecté à une politique. Et quand on parle d'établissements sportifs, par exemple, ou de politique sportive, on peut retrouver des factures au service technique, mais on peut retrouver aussi dans l'administration générale ou d'autres services. Donc vraiment, c'est un travail de fourmi, de tout incrémenter ces dépenses par politique, et puis ensuite de les ressortir et de les présenter comme vous les avez eues ce soir. Vous pouvez constater aussi que le budget alloué à l'administration générale est de l'ordre de 12% des dépenses de fonctionnement total, et que ces services cadres pour la ville ne fonctionnent qu'au service des politiques mises en œuvre par la ville. Donc, n'oubliez pas d'ajouter cette charge à chaque fois que on dit que la ville investit 1 million de dépenses, 1 million d'euros de dépenses en direction, en faveur d'une politique. En fait, c'est 1 million plus 12% de frais généraux au service de cette politique-là. Puisque si nous n'avions pas de projet pour la ville, il n'y aurait pas de RH, il n'y aurait pas de directeur général des services, il n'y aurait pas de directeur financier, il n'y aurait pas de responsable des marchés, responsable des affaires juridiques, on n'aurait pas de charge générale. Donc les charges générales, elles sont importantes, mais elles sont au service des politiques qu'on met en œuvre au service des habitants. Donc il faut bien penser à les ajouter quand on veut établir quel est l'engagement financier de la ville en faveur d'une politique. Voilà. Au moins on y voit clair. Ça fait des années qu'on entend dire la ville n'investisse pas assez pour la culture, la ville n'investisse pas assez pour les sports. Bien sûr, c'est normal, on n'investit jamais assez. Les gens voudraient toujours plus d'investissement sur leur secteur d'intérêt. C'est tout à fait humain et logique. Maintenant, on peut poser des chiffres sur ces politiques. Donc, quand on entendra dire la ville n'investit pas pour la culture, Lynn Pajot saura que la ville investit 1 million
pour la culture tous les ans en fonctionnement, plus les charges générales. Voilà. Donc chacun jugera si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais au moins on pourra savoir quel est le montant exact du beaucoup, du pas beaucoup. Ça n'empêchera pas les interprétations. Il y en a qui trouveront que c'est toujours trop peu, d'autres qui trouveront que c'est très peu, d'autres qui trouveront que c'est beaucoup trop, et d'autres qui trouveront que c'est énorme. Après, ce sera des jugements de valeur, mais au moins il y aura un chiffre. Voilà, en sachant qu'il faut de toute façon toujours financer tous ces services. Alors, des questions? Vous êtes tous endormis? Jean-Paul Melien n'a pas de questions? Je vois rien, je suis désolé. D'accord. Aucune question? Non. On va passer donc au budget annexe. Le premier qui vous est présenté, c'est le budget cinéma. Alors, bien entendu, là-dessus, pour ce qui me concerne, le résultat de fonctionnement est à 0, puisque le résultat bénéficiaire dans un premier temps est équilibré par une subvention de la ville à hauteur. Vous voyez par contre que pour ce qui concerne la ligne en orange, ce sont les investissements. On a des résultats de clôture qui étaient négatifs en 2018 et en 2019. C'est parce qu'on est aux investissements qui ont été consacrés donc, à cet établissement dans lequel nous sommes. On se souvient notamment toute la salle, les sièges, etc. ont été refaits. Sur 2020, on a consacré donc, là aussi une subvention qui a permis d'équilibrer l'ensemble des dépenses d'investissement qui avaient été réalisées antérieurement. Pour ce qui concerne l'évolution de recettes, je passe sur les cadres qui sont plus faibles. Subvention, il s'agit de la subvention du Conseil national du cinéma qui reste donc égale. Par contre, on a une évolution des recettes de billetterie et de la participation de la ville qui sont inversement proportionnelles, je dirais. C'est-à-dire que la billetterie, les recettes de billetterie ont baissé, on sait pourquoi. Malheureusement, en raison du Covid, le cinéma a été fermé pendant plusieurs mois de l'année. Donc, on se souvient que l'année dernière, suite aux travaux, on avait eu une hausse importante des recettes cette année. Comme tous les établissements, on observe une baisse, donc on est à 43 399 € de recettes, alors qu'on était à plus de 100 000 € en 2019. Et forcément, pour équilibrer donc, le coût du service, il a fallu que la ville augmente sa participation, qui était d'à peu près un peu plus de 50 000 € pour la montée à 82 000 €. C'est logique. Pour ce qui concerne maintenant la dette, un endettement qui est faible, on a un encours de dette au 1er janvier de 14 000 €. Après le remboursement donc, opéré en 2020 pour 4 490 €, il reste un encours donc, sur l'emprunt de 9 576 € au 31 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget cinéma? Non. Alors, assainissement. Donc là, on a, si je dirais un peu, l'habitude de trouver pour ce qui est le fonctionnement des résultats de clôture bénéficiaire, puisqu'on a d'un côté les taxes sur l'assainissement qui sont baissées, les redevances, et des dépenses qui sont plus faibles. Les dépenses de fonctionnement sont assez faibles pour l'assainissement, mais il nous faut des résultats là pour financer les investissements qui, eux, sont d'un niveau assez élevé. Alors, on les voit sur la ligne orangée, toujours. Donc, pour 2018, 333 000 €, 2019, 279 000 € et 2020, 433 000 €. Bon, on peut s'apercevoir que le résultat de fonctionnement couvre les dépenses d'investissement. On sait qu'elles ne sont pas toutes là. On verra tout à l'heure dans l'Europe que certaines sont en latence et d'autres commencent. Et donc, sur le dernier tableau, toujours pareil, une présentation de la dette, donc avec un emprunt qui restait à devoir au 1er janvier pour 2 532 000 €, c'était
emprunt sur la station d'épuration. 89 000 euros ont été remboursés en 2020. Il reste donc 2 442 825 euros au 31 décembre 2020. Pas de questions sur ce budget assainissement, c'est clair? Bien. Alors, dernier budget, celui-ci, celui qui s'appelait Usine Relais. On verra plus tard qu'il est clôturé, il n'a plus d'objet. Il avait été créé il y a quelques années, notamment pour le projet de complexe de salle de manifestation et cinéma sur le site du Pas-Fleury. Tout ça, vous le savez, n'a pas été réalisé. Donc, il fallait maintenant dissoudre ce budget qui n'avait plus d'objet. Ça a été fait là en fin d'année. Les résultats de fonctionnement sont à zéro depuis 2019. Et pour ce qui concerne l'investissement, il reste 4 110 euros sur 2020. Ça concerne quelques travaux qui sont effectués. Alors, dans ce budget, pour rappel, hormis une partie du site du Pas-Fleury, on retrouvait également quelques immeubles qui restent sur le quai Bardin, notamment. C'est ce qui occasionne ces dépenses d'investissement lorsqu'il faut rénover les installations électriques, etc. Voilà pour le budget usine relais pour les comptes. Pour les recettes de fonctionnement, donc, alors, les locations immobilières qui sont perçues, quai Bardin, également sur un petit local qui est rue du Puy des Sept Fontaines. Et donc pour ce qui concerne les autres recettes, il s'agit bien sûr de la participation de la ville et des versements pour obtenir l'équilibre à zéro. Pour ce qui concerne la dette, au 1er janvier 2020, 405 808 euros, le remboursement de 13 894, pas d'emprunt nouveau, donc l'encours de la dette au 31 décembre, 391 913 euros, donc ça concernait un emprunt qui avait été fait, donc, notamment pour les démolitions de la zone du Pas-Fleury. Le budget étant dissous, comme je vous le disais, on verra que cet emprunt est transféré. C'est pas les démolitions. C'est pas les démolitions. C'est les travaux sur la féculerie en 2013. D'accord. Travaux sur la féculerie. Oui, 500 000, oui. C'était un emprunt de 500 000 euros de la mandature de Jean Legros, essentiellement sur la féculerie, la toiture de la féculerie. Il y en avait pour plus de 300 000 euros, et puis des travaux de mise aux normes d'électricité, de choses comme ça. Et les démolitions de 2017, elles n'ont pas été financées par un emprunt, mais par les fonds, les économies de la ville. D'accord. Je confondais. Sauf si je me trompe, hein, peut-être c'est moi qui fais erreur, monsieur Ducharme. C'est ça. C'est validé. Donc voilà, en tout cas, le prêt sera transféré dans le compte budget général. Voilà. C'était la dernière diapo. Merci, madame la directrice des services. Donc s'il y a je vais rester encore s'il y a des questions pour répondre aux questions, et puis après je m'absenterai pour pas participer éventuellement à d'autres questions en mon absence, et puis je participe pas au vote traditionnellement du compte administratif. Mais s'il y a des questions, je veux bien rester encore pour y répondre. Budget annexe, il n'y en a pas. Bon, eh bien, je vais vous laisser délibérer. Bien, donc, au vu des tableaux qui vous ont été projetés, des explications, enfin des commentaires que j'ai donnés, il est proposé maintenant, donc, au conseil municipal d'approuver le résultat du compte administratif 2020 général. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Bien, merci.
D'approuver les résultats du compte administratif 2020 du budget cinéma. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Voté à l'unanimité, merci. D'approuver les résultats du compte administratif 2020 du budget assainissement. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité, merci. D'approuver les résultats du compte administratif 2020 du budget USR. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Et donc de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, d'arrêter les résultats définitifs de l'exercice. Ce qu'on va voir donc juste après. Avec le rapport numéro 3, qui concerne l'affectation des résultats. Je sais pas si le maire revient là. On va chercher. Bien, donc les budgets ont été votés. On peut passer au rapport numéro 3 et à l'affectation des résultats 2020. Oui. Juste, je vous remercie de votre confiance. Allez-y. Donc, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2020, présentant les résultats de clôture au budget, il appartient maintenant au Conseil d'affecter les résultats constatés. Alors, compte tenu des résultats qui ont déjà été présentés, il est proposé les affectations suivantes. Pour rappel, donc, les règles d'affectation doivent respecter les principes suivants. Donc, en priorité, les résultats de fonctionnement doivent couvrir le besoin en financement de la section d'investissement. Si l'excédent de fonctionnement n'est pas suffisant pour couvrir le besoin de financement et d'être affecté en totalité en section d'investissement, et s'il reste un excédent de fonctionnement disponible après couverture du besoin en financement des investissements, il peut soit être reporté en totalité ou partiellement en recette de fonctionnement. Compte tenu de ces précisions, il est proposé, pour ce qui concerne le budget principal, d'affecter les résultats de la façon suivante. Donc, pour rappel, le résultat de fonctionnement était de, pour l'exercice, 1 49 758 € plus 739 168 € de résultats reportés, soit un total de 1 788 926 €, affecté à hauteur de 300 000 € à la section d'investissement, le solde étant reporté à la section de fonctionnement. Le résultat d'investissement, lui, cumulé, donc ressortait à 711 028 €, cumulé, c'est-à-dire après avoir déduit du résultat positif de l'exercice, qui était égal à 1 941 150 €, le résultat d'investissement antérieur qui était négatif pour 1 121 €. Donc, il est proposé celui-ci de l'affecter, bien entendu, à la section d'investissement. Si on peut faire autrement. Est-ce qu'il y a des questions sur l'affectation des résultats du budget principal, qui respecte le principe que j'ai énoncé juste avant? Non, pas de questions? Eh bien, nous pourrons passer au budget annexe cinéma, et l'autre ensuite. Bon, pour le fonctionnement, pour rappel, le résultat de clôture est à 0, subvention de la ville donne l'équilibre. Pour ce qui était du résultat d'investissement, nous avions un excellent cet exercice, là aussi une subvention d'équilibre de la ville de 73 546,10 €, qui absorbait le résultat antérieur reporté qui était négatif pour 45 858 €. Nous avons donc un résultat d'investissement de clôture positif de 27 687 €,
qui est donc proposé d'affecter, bien entendu, à la section d'investissement. Pas de question? Alors, ensuite, pour ce qui concerne le budget assainissement, nous avions un résultat de l'exercice en fonctionnement de 152 166 euros, un résultat de clôture de 704 600 euros. Pour la section investissement, un résultat d'exercice de 154 457 euros et un résultat de clôture d'investissement de 433 000 euros. Nous avons des restes à réaliser pour 197 224 euros en investissement. Donc, il est proposé d'affecter en investissement sur les 704 600 euros de résultat de clôture de fonctionnement. Il est proposé d'affecter 500 000 euros à la section investissement et 204 600 euros reportés en section de fonctionnement. Le résultat de clôture d'investissement de 433 942 euros est affecté en excédent d'investissement pour le même montant. Est-ce qu'il y a des questions? Assainissement? Non. Mais il reste le budget annexe USR. Le résultat de fonctionnement était à 0. Le résultat d'investissement cumulé à 4110,04 euros qu'il est proposé d'affecter en excédent d'investissement reporté pour le même montant. Pour le budget USR, c'est pas qu'il y ait des questions? Non. Donc, il est demandé au Conseil municipal d'approuver par budget l'affectation des résultats ci-dessus. Alors, pour ce qui concerne le budget principal, qui s'abstient? Qui vote contre? Question de résultat qui avait fait l'unanimité. Pour le budget annexe cinéma, qui s'abstient? Qui vote contre? Vote fait l'unanimité. Pour le budget annexe assainissement, qui s'abstient? Qui vote contre? Personne. Adopté à l'unanimité. Et enfin, pour le budget annexe usine relais, qui s'abstient? Qui vote contre? Également adopté à l'unanimité. Merci. Rapport suivant. Dissolution du budget annexe USR, dont j'ai déjà un peu parlé. Comme je l'ai dit, il n'a plus d'objet, notamment parce que la compétence relative au développement économique a été transférée à la communauté de communes au 1er janvier 2017. Donc la plupart des opérations sont soldées maintenant sur ce budget, il reste très minime. Donc plus de vocation et plus d'objet à ce qu'elle figure dans un budget annexe, il est donc nécessaire de clôturer. Les principaux éléments comptables qui sont repris dans le compte budget général de la ville concernent donc les charges et les produits relatifs aux locaux du quai Port Ardin et du local du Puy des Sept Fontaines. Alors pour ce qui concerne les recettes, les locations, on les a vues tout à l'heure, pour rappel, 12 600 euros pour le quai Ardin, 12 600 euros en recettes, pardon, pour le quai Ardin et le local du Puy des Sept Fontaines, et 800 euros en dépenses. Donc, et les charges liées à la dette également, donc évaluées à 21 700 euros d'intérêt et 15 000 euros de remboursement de capital pour 2021, avec un encours de dette au 31 décembre 2020, comme on a vu, qui s'élevait à 391 913 euros, et des charges d'amortissement des immobilisations qui s'élèveront à 16 000 euros pour 2021. Il s'agit bien entendu aussi de reprendre le résultat de 2020, comme on l'a constaté, qui est en section d'investissement pour 4 110 euros. Cet excédent d'investissement devra donc être repris au budget général de la ville. Et enfin, bien entendu, dans ce budget, il y avait un actif, c'est-à-dire des immobilisations, des investissements qui doivent être également intégrés au budget général de la ville. Ça concerne, alors vous la liste est transmise, hein. Ça concerne bien entendu tous les bâtiments des Ardin, avec tous les agencements qui avaient été faits, et ainsi que le local du Puy des Sept Fontaines, qui sont transférés à l'actif de la ville. Donc pour ce qui concerne ces opérations comptables, vous avez le détail en article 4. Donc rien de spécial à dire, si ce n'est qu'un
Un complément d'information à donner pour le compte de TVA, il restait de la TVA récupérée sur les démolitions d'azote du Plat Fleuri. Pour l'instant, on attend de savoir en fonction des réalisations, des constructions qui sont établies sur cette zone, quel pourcentage de TVA pourra être récupéré en fonction d'une affectation économique qui pourra être donnée à ces constructions. Il est proposé au Conseil donc, de clôturer le budget annexe USR en date du 31 décembre 2020, de reprendre les résultats figurant au compte administratif dans le budget général, de transférer à l'actif de la ville les immobilisations figurant dans l'annexe qui a été transmise, de reprendre au budget général de la ville et dans sa comptabilité les opérations présentées dans le tableau ci-dessus, et d'autoriser le maire ou son représentant, après régularisation évoquée ci-dessus, à clôturer le compte fiscal du budget annexe, enfin d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à cette dissolution. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dissolution du budget annexe USR? Non. Non. C'est la dernière fois, donc on en parlera ici en personne ici. Ouais. Ouais. Je propose donc de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Bien, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Très bien. Alors, est-ce qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie et d'attention? On a encore quelques chiffres à déployer. Il s'agit maintenant de passer au débat d'orientation budgétaire. Donc vous avez tous eu sur vos convocations le rapport entier de l'orientation budgétaire 2021 et jusqu'en 2026. On a réuni également la commission finances il y a 3 semaines pour préparer cette orientation budgétaire. Donc on a déjà eu des débats en interne. Bien entendu, toutes les questions seront prises et je vous propose de lever la main au fur et à mesure de la présentation du rapport de l'orientation budgétaire. Ce sera plus facile, je pense, pour répondre aux questions au fur et à mesure des sujets. On va essayer de vous synthétiser ce rapport qui est quand même assez lourd et de vous y extraire les choses les plus intéressantes ou les plus importantes. N'hésitez pas à nous intervenir. C'est une présentation qu'on va faire à 3 voix sous l'égide de Christophe Raveau, notre adjoint aux finances. Et donc, je vais y participer avec l'aide de Julien Farama aussi, notre premier adjoint. Voilà. Avant de démarrer, je voudrais quand même dire que le contexte de la gestion du budget 2020 n'a pas été une mince affaire en raison du contexte particulier sanitaire. Vous avez pu, je pense, écouter dans les médias nationaux et lire dans la presse régionale et nationale que certaines villes tiraient la sonnette d'alarme auprès du gouvernement sur les résultats catastrophiques de leur budget de fonctionnement 2020. Par exemple, la ville de Dijon a subi un déficit d'environ 1 million d'euros. Je pense que vous l'avez tous vu dans la presse. De nombreuses villes se sont inquiétées. Récemment encore, ce week-end, il y a eu un reportage sur le journal de TF1 sur Salins-les-Bains, pas très loin de chez nous, qui connaît un déficit absolument effroyable lié à la crise. Je voudrais dire que quand on connaît une crise comme celle-ci qui change tous nos codes quotidiens de fonctionnement, qui fait effondrer les recettes dans certains services comme le cinéma où nous nous trouvons, qui fait exploser les dépenses si on n'y fait pas attention sur certains autres services, parce qu'on nous demande d'acheter des choses de façon considérable si on cédait à toutes les demandes. Et c'est pas facile de ne pas céder parce que dans un contexte tel que celui qu'on a connu, il est difficile pour certaines personnes de garder la raison, il est difficile pour certaines communes de dire non dans des contextes comme ça, parce qu'il faut assurer la sécurité de chacun, la survie financière de nos entreprises, tout en apportant toujours les services qu'on nous demande d'apporter et maîtriser les dépenses. Donc vraiment, je voudrais remercier les services de la ville. Je me souviens des mois de février, mars, avril, Julien et Christophe doivent s'en souvenir aussi, où on avait des réunions de crise quotidiennes et où on ne savait pas du tout où on allait. Et quand je vois les résultats présentés par Christophe Raveau ce soir, je me dis que nous faisons partie des villes, des rares villes, qui avons vraiment su maîtriser nos dépenses. Je ne dis pas qu'on a profité de la crise, parce qu'on ne savait pas qu'on arriverait à ce tel résultat jusqu'à il n'y a pas longtemps.
Mais par contre, ça prouve une chose, c'est que même dans des périodes très agitées, très difficiles, très compliquées, quand on a une gestion rigoureuse, quotidienne des dépenses, on arrive à maîtriser les budgets et on fait quand même un atterrissage financier qui est confortable pour la ville, pour l'avenir, et donc je pense que les habitants peuvent être rassurés de la façon dont on est capable de gérer les dépenses et les recettes de la ville en période de crise. Voilà, je voulais quand même le dire, parce qu'on entend quand même beaucoup de sonnettes d'alarme qui se tirent aujourd'hui sur le budget des communes, et il y a quand même des communes qui arrivent à maîtriser tout ça. Alors, une introduction rapide, hein, bien sûr, c'est la crise sanitaire qui aura fait la une de l'actualité, ça n'aura échappé à personne en 2020. Alors les incidences au niveau mondial, bon, je vous donne juste quelques chiffres d'illustration. Alors le PIB mondial ne chute que de 4,4%. Je dis que, hein, parce que la zone euro, elle, est à plus de 8% de chute de PIB. Hein. Donc c'est l'Europe qui paye le plus lourd tribut au niveau mondial en termes d'activité économique. Le Moyen-Orient est à moins 5,7%. Les États-Unis sont à moins 4,3%. Et il y a quelques pays qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, donc c'est toujours les mêmes. Évidemment, en tête de liste, la Chine, hein, qui a réussi quand même à tirer une croissance de son PIB de 1,9%. Ils nous ont vendu beaucoup de masques, en particulier, et d'autres produits dérivés. Hein. On a continué à acheter en Chine, malgré les leçons qu'il faudrait tirer de cette crise et de cette mondialisation. Elles ne sont pas prêtes d'être tirées encore toutes. Il y a des pays aussi, hein, spécialisés dans le manufacturage de produits dérivés qui ont tiré leur épingle du jeu, en particulier la Turquie, qui a connu une croissance de plus de 5% en 2020, et quelques autres pays aussi. Au niveau de la zone euro, il y a 6 pays qui ont eu des résultats catastrophiques en termes de déploiement de l'économie. C'est ces pays qui subissent une diminution de leur création de richesse de plus de 8%. Ce sont l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Croatie et malheureusement la France. Alors si je dis ça, c'est parce qu'il va falloir prendre en compte à un moment donné ces destructions de richesse, et que les années à venir seront marquées par à la fois le redressement de l'économie, mais par les stigmates des trous financiers que la France a créés cette année. Voilà. Alors, si on se recentre sur la France, hein, alors le deuxième trimestre a été catastrophique puisque le PIB a chuté de 13,8%. Ensuite, on a fini l'année à moins 4% au quatrième trimestre, et ce qui est moins pire que ce qui est attendu, hein, puisque les estimations que vous avez sur l'Europe, hein, qui datent d'il y a un mois, étaient d'une chute de 9,1% pour 2020, et j'ai vu qu'elles avaient été corrigées il y a quelques jours à moins 8,8%. Alors, la France a soutenu son économie quand même, hein, financièrement, c'est-à-dire que l'idée du quoi qu'il en coûte a bien fonctionné. Malgré tout, on compte 345 000 emplois détruits en 2020, ce qui n'est pas rien. C'est sans compter le chômage partiel. Alors, le coût estimé est très difficile, hein, parce qu'il y a des coûts cachés. Par exemple, la sécurité sociale voit son déficit se creuser de façon très importante. Hein. Tous les tests, par exemple, les tests PCR, les tests antigéniques qui sont faits gratuitement, en fait, ils ne sont pas gratuits. Hein. On entend dire maintenant, c'est le nouveau mot à la mode, hein, au niveau des ministères. Quand ils se relaient devant les micros des médias nationaux, ils parlent toujours de gratuité. En fait, non. C'est pas gratuit. C'est gratuit pour les gens, mais c'est payant pour le contribuable. Donc là, on a mis dans l'Europe, hein, que le coût estimé des mesures est de au minimum 470 milliards d'euros, 20 fois le PIB, mais une partie de ces coûts sont cachés, et certains économistes vont estimer jusqu'à 1000 milliards d'efforts financiers réalisés par les contribuables français en 2020. Donc on va traîner ce trou un certain nombre d'années, et personne ne sait aujourd'hui sous quelle forme on va pouvoir rembourser ces emprunts. Alors certaines personnes pensent qu'on les remboursera jamais, d'autres pensent qu'on les remboursera. Moi, je ne suis pas économiste et je ne lis pas dans le mar de café, donc je n'en sais rien. On verra. L'inflation, elle a été maîtrisée.
Alors, si on revient ces dernières années, elle était autour de 1% l'inflation. Ça fait des années qu'elle est maîtrisée, hein, grâce au contrôle européen des économies des pays européens de la zone euro. En 2019, c'était 1,1%. Et en 2020, on était à 0,5% d'inflation. Vous voyez, une bonne maîtrise. Donc, l'Europe a trouvé le moyen de créer de l'argent, de créer des emprunts sans créer d'inflation. C'est quand même la première fois, historiquement, depuis l'après-guerre, puisque autrefois, on faisait tourner la planche à billets, donc on fabriquait de l'argent, mais plus on fabriquait de l'argent, plus on diminuait la valeur de l'argent, et donc on créait de l'inflation, c'est-à-dire une hausse des prix. Certains d'entre vous, ici, qui ne sont pas à leur premier conseil municipal, doivent se rappeler des inflations des années 70-80, qui étaient de plus de 10%. Quand on allait emprunter de l'argent à la banque, on avait des emprunts à 13%, 14%, 15%, voire plus. Alors, essentiellement, cette baisse de l'inflation 2020 est expliquée par la chute du prix du pétrole. Il ne faut pas se tromper. Les autres produits manufacturés ont subi une inflation qui est plus importante que 0,5%, mais les produits pétroliers, eux, ont énormément chuté puisque la consommation internationale de pétrole s'est effondrée. Alors la dette publique qui était de moins de 100% du PIB avant la crise, elle est aujourd'hui aux environs des 120% du PIB. La dette continue à se creuser puisqu'aujourd'hui une partie de notre économie est à l'arrêt, la preuve ce cinéma. Donc personne ne sait encore à quel niveau d'endettement on sortira de la crise, mais il est quand même important et donc il faudra à un moment donné qu'on prenne en compte sans doute dans les finances publiques tous ces ratios. Alors aujourd'hui c'est difficile de le faire. Le budget 2001 primitif qu'on vous présentera lors du prochain conseil municipal au mois d'avril tiendra compte au maximum du contexte économique et sanitaire, mais encore une fois on ne peut pas inventer les données qu'on ne connaît pas. Je vais relaisser la parole à Christophe qui va maintenant vous indiquer les éléments principaux de la loi de finances nationale pour 2021 qui nous permettent de faire le budget. Avec les principales conséquences que l'on pourra observer sur les recettes fiscales, principalement de la commune. Donc, tout d'abord, il y a la suppression d'impôts économiques locaux, c'est-à-dire en fait qu'une partie des impôts économiques perçus donc, sur les établissements industriels va être supprimée. Il y aura une réduction de la moitié de la valeur locative. Donc, bien entendu, cette réduction aura comme conséquence que les impôts concernés ne seront pas perçus par la commune. Mais l'État a prévu une compensation. Alors, je dirais que, par contre, ce que l'on observe maintenant quasiment systématiquement, c'est que les compensations, elles, sont calculées sur des bases, donc là, en l'occurrence celle de 2020, et avec des taux qui sont gelés également sur 2020. Donc, on sait déjà, d'ores et déjà, que si on peut espérer qu'il n'y ait pas de baisse donc, des recettes de la commune via cette compensation, on sait qu'en tout cas, on n'aura plus d'augmentation liée notamment à l'évolution des taux et à l'évolution des bases. Deuxième mesure, donc c'est la compensation des pertes de recettes induites par la crise sanitaire. Donc l'État pour atténuer les conséquences de cette crise sur les budgets des communes a mis en place une clause de sauvegarde pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales. Autant que je sache, il n'y a pas eu de recettes fiscales induites donc, par cette crise, donc pas eu de compensation de l'État en la matière. Et pour ce qui concerne donc, les ressources fiscales et les ressources domaniales, on peut attendre dans certains domaines donc, une compensation par l'État, mais qui est souvent, de ce que j'en sais, ce que j'ai vu pratiquer, calculée sur une moyenne des 3 dernières années et qui ne compense donc pas les pertes réelles des collectivités. Revalorisation des valeurs locatives pour 2021, donc calculée sur l'indice des prix à la consommation harmonisé, donc soit plus 0,2%. Pour rappel, c'est bien sûr corrélé avec le taux d'inflation dont on a vu qu'il était bas, bien que supérieur,
Pour rappel, on avait eu une augmentation de ces bases de 2,2% en 2019 et 1,2% en 2020. C'est ce qui a permis d'ailleurs de préserver les recettes fiscales des collectivités. Enfin, avant-dernier point, la dotation globale de fonctionnement, la fameuse DGF. Donc l'État prend sur cette DGF 50 millions d'euros, qui par contre ne concerne pas l'enveloppe dédiée aux communes et aux EPCI. Ça va surtout porter sur la région. Par contre, si l'enveloppe globale reste identique, la répartition, elle, donc pour ce qui concerne le bloc communal, n'est pas garantie. C'est-à-dire qu'à enveloppe globale identique, il n'est pas sûr que chaque commune ou chaque EPCI aura le même montant. Dernière mesure pour information, il s'agit de l'automatisation du FCTVA, donc le remboursement par l'État de la TVA supportée par la collectivité sur ses investissements, qui jusqu'à présent donc, faisait l'objet de déclarations de la part des collectivités pour obtenir ce remboursement. Elle sera calculée automatiquement maintenant d'après la comptabilité donc, des collectivités et donc avec un mécanisme de remboursement plus rapide. Voilà, ce qui concerne la finance 2021. Alors, Julien, maintenant, pour les grandes orientations 2021. Parfait. Tu as un micro là? C'est bon? Alors, bien, donc la présentation du ROP, c'est aussi un moment important puisque ça permet en dehors des chiffres de revenir en quelques mots sur les orientations politiques de la municipalité derrière ces chiffres et ce que ces chiffres permettent de financer. Donc, à partir de 2021 et pour les années suivantes, je vais revenir sur quelques grandes orientations, assez rapidement sur la salle et l'espace multifonctionnel des arcades, puisque ça a été rappelé sur la présentation des comptes 2020. Juste pour compléter par rapport aux chiffres qui ont été présentés, c'est que ce projet d'ampleur pour la ville de Tournu va également se poursuivre et s'amplifier par la réalisation des aménagements complémentaires qui seront réalisés très haut attenant à la salle et également sur le cofinancement entre la ville de Tournu et la communauté de communes des parkings et des aménagements annexes extérieurs qui permettront d'accueillir dans de bonnes conditions l'ensemble des futurs utilisateurs de cette salle. C'est un élément fort du mandat et qui aura mobilisé et qui continuera à mobiliser sur l'année 2021 et sur l'année 2022 des financements importants de la part de la ville et de ses partenaires. Deuxième gros dossier structurant à l'échelle du mandat et donc de cette projection budgétaire, ça a été rappelé par Bertrand tout à l'heure, c'est le programme ambitieux de revitalisation qui prend encore plus toute sa dimension avec le contexte sanitaire, puisqu'on se rend compte que les villes moyennes tirent plutôt leur épingle du jeu du contexte de la pandémie, avec des enjeux de proximité, de flux de population relativement maîtrisables et qui laissent à penser que cette revitalisation pourra se passer, on l'espère en tout cas, dans de bonnes conditions, voire bénéficier des effets secondaires de cette pandémie. On pense notamment aux agglomérations en métropole qui sont directement impactées encore actuellement par ces enjeux-là. Et on espère bien, ville de Tournu, tirer notre épingle du jeu par rapport aux années passées où justement les villes moyennes avaient un petit peu souffert de la désertification en direction des métropoles. Il y a déjà des volumes financiers importants qui ont été investis, ça a été rappelé. La revitalisation aussi a permis de solidifier et d'acquérir la confiance d'un certain nombre de partenaires, l'Agence nationale de l'habitat évidemment, la région, le département, l'ensemble des services de l'État qui nous soutiennent et qui vont nous permettre de financer des projets structurants complémentaires. Ça a été rappelé avec notamment des projets assez ambitieux sur la place Carnot et l'ensemble du secteur de l'esplanade de Gare-de-Seine, on aura l'occasion d'en reparler. De manière complémentaire également, la mise en lumière du centre-ville, qui sera un élément important